De la combativité, de l'envie, mais aussi de la réussite, le Stade Rennais a su procurer des émotions rarement ressenties ces derniers mois, voire ces dernières années, qui s'est conclu par une victoire 1-0. Salut tout le monde, débrief du match Stade Rennais Olympique de Marseille. Donc du coup, tout ce qui est débrief, top et flop, tout ce que je faisais avant sur TikTok, tout va se passer maintenant sur YouTube, avec maintenant des grosses vidéos entre guillemets, où je condense tout ce qui est débrief, top et flop dans une même vidéo, ce qui sera plus simple. Et donc maintenant, on va parler du match d'hier soir, qui a été quand même une sacrée rencontre à suivre, malgré une première mi-temps poussif pour une ouverture de championnat de Ligue 1. Mais avant même de parler du match, on va d'abord parler de ce qui s'est passé avant la rencontre côté Rennais. Donc déjà, on l'a appris en début d'après-midi, sur les réseaux, Mikayil Faye est arrivé en retard au rassemblement, et du coup, il a été exclu du groupe. Donc je pense qu'il n'avait pas vraiment de bonnes raisons d'être en retard, du coup Abibay a pris la décision d'être ferme, et que aucun retard n'est toléré, ce qui est plutôt normal je trouve. Surtout que Mikayil Faye avait une chance de pouvoir se montrer car Lilian Brassier est blessé. Ensuite, sans réelle surprise, le RCK a dévoilé une banderole pour Valentin Rongier, où c'était marqué, je cite, la définition de faire une Rongier, jeter son honneur au caniveau, perdre toute crédibilité et respect pour sa propre personne. Donc c'est une banderole qui a été faite un peu de façon originale comme a l'habitude de le faire un peu le RCK, sans forcément de haine envers le joueur, mais qui montre qu'il n'est pas vraiment le bienvenu. Le message est donc clair, mais ce qu'on a surtout appris avec stupéfaction lors de la sortie de la compo, c'est que Valentin Rongier a été le capitaine de cette rencontre, seulement quelques semaines après son arrivée à Rennes. Alors pourquoi lui capitaine alors qu'il n'a pas été testé avec le brassard pendant les matchs amicaux, alors que Brice Samba était pressenti pour être le grand favori pour être le capitaine cette saison? Alors j'ai peut-être une hypothèse, c'est peut-être dû à la règle où seul le capitaine peut discuter avec l'arbitre cette saison. Ça a déjà été le cas la saison dernière, mais là la règle se durcit. Le moindre joueur, si ce n'est pas le capitaine, qui vient parler à l'arbitre pour une petite contestation sera sanctionné tout de suite. Ça c'est une chose qu'on a vu plusieurs fois durant cette rencontre. Mais bon, ça pour moi c'est seulement une hypothèse de ma part. Parce que c'est quand même plus simple qu'un joueur de champ vienne parler à un arbitre directement qu'à un gardien. Pour parler de la compo, donc toujours en 3-5-2, le fameux 3-5-2 de Abibay, Samba donc toujours dans les cages. Les débuts en Ligue 1 avec Rennes pour Merlin et Frankowski au niveau des pistons. Brassier blessé, Faye exclu, c'est le jeune Abdelhamid Aït-Boudlal qui a débuté pour ses premiers pas en Ligue 1. Un milieu classique, je dirais Fofana, Rongier, Rieder. Et une attaque Meïté Altamari, la même attaque que face aux Génois. Sur le banc, à noter qu'il y avait Ludovic Blas et Djawi Cissé entre autres. Alors le début de match est plutôt tranquille, avec quelques hors-jeu côté Rennais, qui tentent de jouer en profondeur, mais la défense de Marseille est bien en place et joue le piège du hors-jeu. Et le premier fait de jeu important arrive à la demi-heure de jeu, le fameux carton rouge d'Aït-Boudlal. Donc si vous voulez mon avis, pour moi, le rouge d'Aït-Boudlal n'est pas forcément un énorme scandale. Et ce rouge me rappelle énormément le carton rouge de Guéladoué lors de ses premiers matchs. C'était contre Lyon à la 5e minute, où il a mis aussi une grosse semelle sur Tagliafico, il me semble. Pareil, c'est dû à un manque d'expérience, peut-être une certaine pression du joueur de jouer dans un stade plein, dans un match très important dès la première journée. Il n'a jamais joué de match en Ligue 1. Ce carton rouge, moi, je n'en tire pas vraiment rigueur. Pour moi, ça fait partie de l'expérience à accumuler pour un jeune joueur de foot comme Aït-Boudlal. Voilà, le seul truc, c'est qu'il faut pas reproduire ce genre d'erreur. Donc, suite à ce carton rouge, Christopher Wu remplace Mohamed Meïté, donc pour passer dans un 5-3-1. Donc, Rennes, du coup, laisse le ballon forcément à l'OM. Donc, Rennes est ultra dominé dans la possession, avec même pas 30% de possession en première mi-temps. Mais la défense résiste très bien. Et Altamari, seul en pointe, il fait ce qu'il peut et provoque même une grosse occasion en fin de première période. Mais bon, forcément, l'OM accumule les occasions et Rennes a surtout de la réussite où Rabiot touche le poteau en fin de première période. Donc c'est une mi-temps, on va dire, assez laborieux pour l'ouverture de la Ligue 1. Une mi-temps assez pauvre en occasion, surtout côté Rennais, ça fallait s'y attendre, surtout en plus avec le carton rouge. Et surtout, la première période a été beaucoup hachée par des fautes sifflées par l'arbitre dans la rencontre, alors qu'il n'y avait pas forcément toujours faute. Enfin, vraiment, il y avait des fautes qui étaient sifflées, par exemple, où Altamari joue de l'épaule avec Jonathan Rowe, alors que c'est juste un duel épaule contre épaule, donc ça par contre je comprenais pas trop, et ça hache beaucoup le jeu. Et du coup, avec toutes ces fautes, ça accumule beaucoup de tension aussi entre les deux équipes. Et du coup, en seconde mi-temps, Rennes va surtout devoir jouer dans le mental, en jouant à 10 pendant toute une deuxième période, et où il faudra surtout 10 guerriers sur le terrain. Donc Rennes contient toujours les assauts marseillais avec une défense toujours bien en place, où Mason Greenwood enchaîne les frappes contrées, où je trouve il est un jeu un peu trop stéréotypé, où il faisait toujours les mêmes dribbles, les mêmes déplacement. Et Rennes a encore de la réussite avec un second poteau de Murillo à l'heure de jeu. Et Marseille enchaîne les frappes, mais sont aussi souvent imprécis devant les cages en enchaînant les frappes au-dessus ou à côté. Et Altamari fait ce qu'il peut seul, esselé en attaque, où il court énormément, où il est de temps en temps accompagné par Seko Fofana, qui a un peu joué le rôle de second attaquant durant les phases de contre-attaque. Donc Altamari Fofana, quand il y a des contre-attaques, vu que Marseille joue vraiment en bloc très haut pour marquer le but qui débloquera peut-être la rencontre. Sauf à l'heure de jeu où Altamari joue un contre 1 avec Geronimo Rulli, où le portier marseillais remporte le duel. Par la suite, Rennes résiste, Marseille enchaîne les frappes mais ne marque toujours pas. Marseille commence à douter, et du coup on rentre dans le temps additionnel où Ludovic Blas, rentré 5 minutes plus tôt, et il joue avec malice avec la défense de Marseille qui joue le piège du hors-jeu depuis le début, mais cette fois-ci,
et bah Marseille se fait avoir à son propre jeu car Ludovic Blas part au bon moment, au moment de la très bonne passe, il faut le souligner aussi, de Quentin Merlin. Quentin Merlin sert magnifiquement Ludovic Blas qui part en contrat et marque le but de la victoire, le même scénario que face au RC Strasbourg, la saison passée pour la première sur le banc d'Habib Beye à Rennes. Par la suite, Rennes résistera 6 minutes dans le temps additionnel où Najida aurait pu doubler la mise sur un super service de Ludovic Blas. Mais bon, on voit bien que Najida, c'est pas du tout un buteur et met le tir complètement à côté. Mais c'est pas grave, l'essentiel est fait, une victoire 1-0 où Rennes a passé 1 heure à jouer à 10 contre 11. Une victoire importante comme il y a un an face à Olympique Lyonnais où Rennes avait gagné 3-0. Et il y a un an aussi, on avait pensé qu'avec cette victoire en trombe, on aurait passé une bonne saison, mais attention, il faut garder une certaine humilité. Alors c'est plus le même coach ni la même équipe qu'il y a un an, mais il faut faire attention, la prochaine journée c'est face au FC Lorient et on sait que les Merlus peuvent poser problème aux Bretons. En bref, pour moi le point fort ça a été clairement la défense qui a su contenir les assauts marseillais pendant 90 minutes. Même Christopher Wu je trouve a fait une bonne entrée et a fait largement le job. Marseille a fait seulement 2 tirs cadrés pour 25 tirs au total, pour moi je trouve que c'est pas anodin. Les défenseurs n'ont jamais lâché leur marquage, toujours des interventions justes, surtout de la part de Rouault et Jacquet. Rongier quant à lui ça aurait pu être un match compliqué avec le brassard directement pour son premier match avec Rennes. C'était pas forcément un cadeau donné par Habib Beye, mais on voit qu'il a su tenir son rôle, aussi tenir son match où il a été vraiment pas mal. On a vu qu'il a parlé plusieurs fois avec l'arbitre, qu'il était impliqué, donc c'est plutôt bon pour la suite. Seko Fofana a démontré, comme d'habitude, une grosse débauche d'énergie, jusqu'à être même cuit en fin de rencontre. Et concernant l'attaque, ou plutôt le seul attaquant de la rencontre, car Mohamed Milité a été remplacé avec l'exclusion d'Aïd Boudlal pour faire rentrer Christopher Wu, et bah il a su donner grande satisfaction. Ce qui me permet de faire une transition de mes tops et flops de la rencontre, où j'ai commencé par mes tops, et pour moi, Moussa Altamari tout d'abord. Et Altamari, bon sang, je le soutiens depuis le début, mais là, clairement, il prouve qu'il a sa place dans l'effectif des 25 joueurs cette saison. De la course, de l'abnégation, quitte à énerver ses opposants dans les duels pour gratter des fautes, s'il ne pêcherait pas autant dans la technique et la finition, il serait un très bon joueur de Ligue 1. C'était aussi le bon profil dans le schéma de jeu d'Habib Beye pour ce genre de rencontre, pour effectuer des pressings et effectuer aussi des contre-attaques très rapides. Surtout en seconde période où Marseille jouait avec un bloc très haut, avec les sorties de balles qui étaient souvent propres, Altamari a su poser des problèmes alors qu'il était esselé seul devant, c'était clairement pas un cadeau. Autre top pour moi, Quentin Merlin. Il a su monter en puissance tout au long de la rencontre, mais surtout en seconde période, il a éteint Greenwood. Moi personnellement j'aurais pensé que Greenwood aurait marqué contre Rennes, qu'il aurait posé d'énormes problèmes. Et bah finalement non, Quentin Merlin l'a pratiquement éteint, on l'a pas beaucoup vu. Et le peu qu'on ait vu Greenwood c'était sur des frappes contrées. Donc Quentin Merlin franchement chapeau. Et qui plus est, pour bien conclure, fait une super passe décisive dans le bon tempo pour Ludovic Blas. Et troisième top, forcément je vais citer un défenseur central parce que la défense centrale c'était vraiment... une très belle satisfaction, c'est Jérémy Jacquet pour moi. 6 duels remportés sur 7, 10 dégagements, il a été tenace, intenable. Derrière, il a dégoûté l'attaque marseillaise. Jérémy Jacquet, ça sera sans surprise un très gros prospect à suivre en Ligue 1 cette saison, et de manière objective. Bon, si je dois citer les petits flops, bon, c'est pas des énormes flops, hein, tout le monde a été plutôt très convaincant dans l'envie, etc. Mais bon, je vais citer quand même Fabien Rieder dans les flops. Un peu trop de déchets techniques pour moi, malgré un esprit combatif, on a vu à plusieurs moments. Voilà, on sent peut-être que c'était pas le bon profil pour ce genre de rencontre, avec le carton rouge, ça n'arrange pas les choses. On sent qu'il cherche un petit peu sa place dans le 11, ça prendra peut-être un peu de temps. Mais bon, il n'a pas forcément gagné de points sur ce match-là, ça sent pas non plus le titulaire indiscutable auprès d'Habib Beye, il y a aussi Djawi Cissé à faire jouer, mais on y viendra après. Et aussi, Brice Samba, attention, il s'est certes pas pris de but, il a eu de la réussite avec 2 poteaux, mais attention, ses sorties aériennes sont souvent aléatoires, ils me font vraiment très peur. Ça me rappelle à Mandanda, où il y avait des sorties vraiment très compliquées. Faut peut-être qu'il fasse plus confiance à sa défense centrale, au lieu qu'il y aille à l'abordage, on va dire, s'il n'est vraiment pas sûr, parce que la défense est quand même plus solide, il y a de la taille, il y a de la bonne détente, il y a du bon jeu de tête. Attention, il faut peut-être travailler cet axe-là aussi. Et enfin, dernière partie de la vidéo, je vais parler de certaines publications sur X concernant le match, ce que met certains tweetos, supporters rennais, ou certaines pages qui parlent de football en général, que je trouve intéressant à évoquer comme sujet. Et on va passer par Ostric, qui évoque la non-titulation et le fait que Djawi Cissé n'est pas du tout rentré durant cette rencontre, qui dit « Sinon, il y a quand même l'un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur qui a été complètement oublié ce soir. » Donc oui, Djawi Cissé, on peut se poser la question pourquoi il n'est pas du tout rentré. Et il n'est pas sur la photo de groupe de fin de match. En tout cas, c'est ce qui a été dit sur les réseaux. J'ai pas vérifié sur chaque tête s'il était là ou pas. Il serait rentré au vestiaire directement. Donc est-ce qu'il y a de la frustration? Peut-être aussi. Voilà, ça peut être un compétiteur malgré qu'il soit assez timide, voilà, donc que ce soit sur le terrain ou dehors. Voilà, peut-être qu'il y a une part de frustration aussi de ne pas avoir participé à la victoire. Il y a peut-être aussi une autre raison, c'est qu'il est revenu plus tard de ses vacances, parce qu'il a joué l'Euro Espoir. Il a joué un match entier avec la B du Stade Rennais contre la Real Sociedad B. Il a joué contre le Génois, mais ça fait pas forcément une préparation complète. Donc ça peut expliquer pourquoi au milieu il n'a pas été titulaire. Surtout que t'as Rongier, Fofana, Rieder, t'avais Camara sur le banc. Il y a une prépa complète avec le Stade Brestois.
Donc tu pouvais te permettre de pas le faire jouer. Et peut-être aussi avec le contexte du match, est-ce que c'était nécessaire de faire entrer ce genre de profil à ce moment-là? Moi, j'en suis pas sûr. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour Diaby Cissé. Même contre Lorient, ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit titulaire. La page Actu Ligue 1 qui dit que Jérémy Pignard a distribué de nombreux cartons jaunes hier lors de Rennes-OM. Donc oui, ça c'est le cas. En cause notamment un nouveau protocole interdisant aux joueurs, hors capitaine, de contester une décision auprès de l'arbitre. Donc c'est ce que j'expliquais en début de vidéo. Que pensez-vous de cette nouvelle règle? Moi je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a... Ça montre que l'arbitre n'a pas été parfait du tout durant la rencontre. Et heureusement qu'il s'est fait aider de la VAR parce que Frankowski se prenait un jaune injustement alors que c'est Aïd Boudlal qui faisait la faute. Donc on voyait déjà qu'il était un peu perdu alors que t'as un quatrième arbitre qui était à côté. Enfin bref. Et surtout, Rongier qui venait aux explications pour une certaine faute en deuxième mi-temps. Et Rongier était le capitaine et se prend un jaune parce qu'il va voir l'arbitre. Donc là, il y a un manque de cohérence. Donc déjà, voilà, l'arbitre, dès le premier match de l'ouverture, ça sent déjà un peu les fautes. Bon, l'erreur est humaine, mais bon voilà quoi, t'appliques des règles, si le capitaine de l'équipe, lui seul vient, tu ne mets pas un jaune alors qu'il demande des explications, il t'a pas insulté non plus, enfin je pense pas. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus et je trouvais ça un petit peu injuste de la part de l'arbitre. Et enfin, le tweetos du SRFC, qui dit qu'Aïd Boudlal avant son carton rouge c'était costaud, j'ai hâte de le revoir. J'ai mis ce tweet parce que mon stream marchait pas correctement en début de match, donc j'ai pas pu voir l'entière prestation d'Aïd Boudlal. Et beaucoup disaient que c'était quand même prometteur au bout de 30 minutes, malgré son exclusion. Que Aïd Boudlal faisait de bonnes sorties hautes, qui étaient vraiment intéressantes sur certains points, et que, tant qu'il était là, Marseille n'avait pas cadré une seule frappe. Alors, c'est pas que grâce à lui que Marseille n'avait pas cadré une seule frappe au bout d'une demi-heure, mais quand même, c'est des choses à prendre en compte, et que Aïd Boudlal, plusieurs supporters en redemandent, malgré une exclusion vraiment tôt dans le match, et que y a un potentiel à exploiter, et que Ouest France l'avait indiqué, que Lorient le voulait en prêt, mais que c'était un refus catégorique de Rennes de le laisser en prêt, parce que le club compte sur lui, tout simplement. Donc à ma avis, Aïd Boudlal, malgré l'exclusion, il va pas perdre 2 points, c'est une erreur de jeunesse, une erreur d'inexpérience. Bay compte sur lui. À mon avis, je pense qu'on va le revoir de temps en temps, peut-être pas tout le temps, va être en bas de la hiérarchie des 25 joueurs en défense centrale. Et à mon avis, on va le revoir de temps en temps titulaire. Donc voilà le débrief du match. Voilà, pour conclure, de l'envie, de l'abnégation, une chose qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. C'est ce qu'on veut. Malgré qu'il y ait des faiblesses techniques, l'envie compense ce genre de choses. Altamari est l'exemple parfait. Et surtout que le mercato de Rennes n'est pas complet. Rennes attend 2 attaquants minimum. Au moins un, j'espère, avant Lorient. Attention à cette équipe lorientaise qui peut poser de gros problèmes. Si je peux, j'en ferai un débrief, mais c'est pas sûr parce que je serai en plein déménagement. Donc je sais pas si je serai disponible pour faire un débrief sur YouTube, etc. Si je peux pas, de toute façon, je ferai des stories de dire ce que j'en pensais du match, pour ceux à qui ça intéresse. Merci à ceux qui me suivent, à ceux qui s'abonnent tous les jours. Merci de votre soutien, c'est énorme. Vous êtes de plus en plus à me suivre, donc ça, c'est génial. Voilà, maintenant les débriefs sur YouTube, les top et flop aussi, c'est plus sur TikTok, donc voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à suivre du coup mon Insta, mon TikTok, tout est en description, et on se retrouve pour un prochain débrief ou une prochaine vidéo. Allez, kenavo tout le monde.